Donc, on va avoir un deuxième panel ce matin sur les financements en folie. Alors, pour ce panel, je vais demander à 4 invités de me rejoindre sur scène. Je vais appeler Pascal Gauthier, Mathieu Barret, David Thévenon et Delphine Damarzy. Alors, bienvenue à tous les 4. Merci de nous accorder du temps ce matin. Alors, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'annonces ces dernières semaines sur les financements. On a bien entendu parler du financement des Ledger, donc ça, c'était plutôt en 2020. Non 2021 380 millions d'euros. On a entendu, bien entendu, Sorar, Vestiaire Collectif, donc des investissements assez impressionnants en termes de montant. Donc, on va essayer de décrypter avec vous voilà, pourquoi ces financements sont si importants aujourd'hui, quel est le contexte, essayer de comprendre les causes, le positionnement des fonds européens versus chinois ou américains. Je vais peut-être commencer par David et Mathieu. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de contexte justement pour qu'on comprenne pourquoi ces montants sont si élevés et voilà, qu'est-ce qui explique, quelles sont les raisons fondamentales qui expliquent ces montants, ces grosses levées de fonds? Très bien. Je commence. Ah bah, oui. Ouais. Ok, Je vais super. peut-être vous demander de vous présenter. D'accord. Un tout premier. Je suis David Thévenon, je suis un associé à Boulderton Capital à Londres. Nous sommes un des plus gros fonds de capital risque qui finance la tech en Europe. Nous avons un fonds early qui opère depuis 21 ans. Nous avons un fonds growth que nous avons annoncé en juin. Mathieu, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous, Mathieu Barret, donc je suis associé moi, chez Euraseo, donc ex-Seed Invest, je m'occupe de toute la practice venture. Voilà, on fait ça depuis une quinzaine d'années. Donc, pour répondre à la question, enfin, pour moi, il y a vraiment trois choses qui ont changé récemment. C'est les montants qui sont levés, en fait, par les startups, dans le monde et en Europe particulièrement. Il me semble que les startups ont levé environ plus de 260 milliards d'euros dans le premier semestre en 2021. C'est 2 fois plus dans le monde que l'année précédente. Et quand on regarde l'Europe, il y a 50 milliards d'euros qui ont été levés par les startups pour le premier semestre 21, et c'est 3 fois plus que ce qui a été levé par les startups dans le premier semestre de l'année précédente, en fait. Donc c'est beaucoup d'argent. La deuxième chose, en fait, qui est un peu différente cette année, j'imagine, c'est la taille de ce que j'appelle les méga levées, les levées de plus de 250 millions d'euros. C'est quelque chose qui représentait peut-être, je dirais, 10% des montants levés habituellement en Europe. Et cette année, on est près de 40%, en fait. On est à 37%. Et la France n'est pas en retrait, évidemment, avec Ledger, Sorare, Miracle, etc., etc. Et la troisième chose que je pense qui est importante, c'est qu'en fait, la provenance de ces fonds, il y a beaucoup plus de fonds, en fait, comme tu le mentionnais, Solène, qui sont américains et asiatiques. En fait, les années précédentes, les principaux sources des capitaux étaient en fait des fonds locaux, des fonds européens et britanniques, maintenant après Brexit. Et cette année, en fait, pour la première fois, je pense que la majorité des capitaux viennent en fait, d'en dehors de l'Europe et de la France. Et donc là, les fonds américains, notamment, représentent, il me semble, 37% cette année, alors que c'était 10% d'une manière historique. Parfait, Mathieu. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, tout ce qu'a dit David, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette tendance, enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas nouveau. En fait, c'est vrai que ça apparaît aujourd'hui nouveau parce qu'il y a des gros chiffres, etc. Mais dans notre métier, on discute avec les fonds et les startups depuis très longtemps et on l'anticipait depuis quelques années, c'est-à-dire même avant le confinement et le Covid, on a commencé il y a peut-être 7-8 ans, 6-7 ans, à avoir des gros fonds anglo-saxons principalement qui venaient commencer à venir à regarder nos portefeuilles et nous dire voilà, c'est quoi les jolies boîtes du portefeuille qui ont besoin d'argent. Et je pense que ce qui a déclenché un peu tout ça, c'est des Spotify-like qui ont montré que, et des King.com, on ne se souvient pas, mais les premières licornes, on les comptait à ce moment-là, il y en avait sur le doigt d'une main. Voilà, on commençait à tirer l'appétit de certains fonds qui regardaient l'Europe. Ils n'osaient pas trop y aller, donc ils faisaient des investissements depuis les États-Unis. Ils ont fait quelques gros investissements pour essayer. Ça, on est à 6-7 ans. Ils faisaient le tour des fonds de VC pour voir un peu où est-ce qu'il fallait qu'ils investissent. Et puis, ils ont pris confiance. Ils ont commencé à établir des équipes à Londres. De Londres, ils ont commencé à regarder l'Europe. Et puis maintenant, ils sont un peu partout. Et puis, ils faisaient des gros tickets de growth. Et maintenant, on les voit arriver de plus en plus qu'il y ait des équipes sur place et qu'ils ont pris confiance dans l'écosystème européen. On les voit arriver de plus en plus tôt dans les tours. Et plus on les voit arriver tôt dans les tours, plus évidemment ça met du cash disponible au travail. Et plus il y a de cash disponible au travail,
tôt dans les startups, plus elles s'y croisent vite, et plus elles croisent vite, plus elles ont besoin d'argent encore pour accélérer. Et donc tout ça, c'est une espèce de cercle, moi j'ai appelé vertueux, qui se met en place et qui va permettre de créer des très grosses sociétés. Voilà. Et l'autre chose importante, c'est qu'il y a une vraie... au début, ce qui attirait un peu les fonds, c'était le risk-reward qui était relativement attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse compagnie, une vestiaire collective ou je sais pas, Spotify ou d'autres comme ça, quand ça sortira au même prix qu'une boîte américaine. Les multiples sont les mêmes. Il n'y a pas de différence de multiples à la sortie entre une boîte européenne et une boîte américaine. Par contre, souvent, les boîtes européennes, alors ça a pu être vrai dans le temps, mais jusqu'à maintenant, souvent, les boîtes européennes avaient besoin de moins de cash pour arriver au même niveau d'ARR à la sortie. Donc en fait, le retour sur cash investi était quand même super attractif en Europe par rapport aux États-Unis. Donc je pense que tout ça, ça a permis d'attirer un certain nombre de capitaux. Et donc, comme le disait David, on n'avait pas les capitaux en Europe pour mettre des tickets de 100, 200 millions. C'est en train de changer. Razzo a levé un fonds d'1,6 milliard, on a vu, pour faire du gros. Mais donc, c'est des fonds américains anglo-saxons qui sont arrivés. Et les Asiatiques, un petit peu. Mais beaucoup, pour l'instant, en fonds de fonds. Ils investissent dans nos fonds. Je pense que tu dois avoir des investisseurs asiatiques dans tes fonds, David. Oui, exactement. Oui. Nous, on en a aussi. Et donc, ils testent l'Europe plus en fonds de fonds qu'en direct. Voilà. C'est un peu ça les différences. C'était très long, excuse-moi, mais voilà. Enfin, mais comment expliquer que les montants, la valorisation des boîtes soit aussi élevée? Pour rebondir sur ce que Mathieu disait, en fait, je pense que le premier critère, c'est que la qualité des sociétés en Europe est totalement différente, en fait. Donc les montants paraissent importants, mais pour les tailles de sociétés qui sont développées en Europe, pour la qualité des actifs qui se créent, c'est des montants qui sont totalement raisonnables, en fait. Et quand on regarde, en fait, le calibre des sociétés, notamment FinTech en Europe, quand on passe sur les Revolut, les Klarna, les Adyen un peu avant, on a des sociétés qui sont en fait des leaders mondiaux à ce qu'ils font, et dans chacun dans leur secteur. Et c'est des sociétés qui ont besoin de beaucoup de capital pour pouvoir devenir leaders mondiaux, en fait. Donc ça, c'est la qualité des sociétés. Comme Mathieu le disait, en fait, l'écosystème a beaucoup mûri ces dernières années, et les entrepreneurs ou l'écosystème se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de capitaux de croissance, pas assez de gens pour qui recruter, pas assez de gens qui voulaient devenir entrepreneurs, et tout ça a changé, en fait. Donc il y a toute une flopée, en fait, de startups qui arrivent, des entrepreneurs qui sont très ambitieux, qui veulent créer des champions mondiaux à partir de l'Europe. Et ils voient l'exemple avec justement les Adyen, les Revolut, les Spotify, etc. C'est tout à fait possible, et ils lèvent des capitaux pour le faire. Donc ça, c'est une des raisons. Je vais donner deux exemples, oui, parce que ça me fait penser à quelque chose, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc c'est la capacité de construire des gros champions. Il y a 10 ans, c'est en 2011, Goldman Sachs investit, je ne sais pas si tu t'en souviens, David, 500 millions dans Facebook et une valeur de 50 milliards. Tout le monde dit c'est de la folie, c'est quoi ces valos, etc. Aujourd'hui, Facebook, ça vaut 900 milliards. Voilà. Et je me souviens également du rachat, alors ça ne nous rajeunit pas, mais je me souviens du rachat de YouTube également, sur des valos de plus entre 1 et 2 milliards, je ne sais plus le chiffre exact. Et tout le monde disait c'est des valos incroyables. À l'époque, c'était des valos hallucinantes. Voilà, et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, la capacité de construire des vrais champions demain dans le digital, c'est des assets de qualité, des assets de croissance, fait que ça attire ces types de valorisation. Et peut-être la deuxième raison, c'est il y a beaucoup de capital, en fait, qui circule. Et la raison pour ça, c'est que les gestionnaires d'actifs voient qu'ils peuvent réaliser des retours très importants dans la catégorie des startups. Et effectivement, quand on regarde le retour que cette asset class donne, c'est au moins autant ou plus que les autres types d'actifs, en fait. Donc si vous regardez à un horizon de 5 ans, 10 ans, 3 ans, même un an, si vous investissez dans des startups, vous avez un retour qui est équivalent au marché public, à l'immobilier, ou plus, en fait. Et donc, ça attire beaucoup de gestionnaires d'actifs qui, en fait, quand ils managent leurs actifs, allouent une part plus importante pour les startups. Et ce capital, en fait, cherche des sociétés, justement. Et il y a beaucoup d'innovation. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en arrière-plan, on a quand même ce que certains appellent la quatrième révolution industrielle, basée sur les données, basée sur les algorithmes, basée sur l'intelligence artificielle. Et ça crée de formidables sociétés, en fait. Donc c'est un moment dans le temps où on peut investir dans des sociétés qui vont devenir très grosses, qui vont remplacer des acteurs, et où il y a beaucoup d'innovation, en fait. Et pour dire pour répondre un peu à ce que Mathieu disait, il n'y a qu'à regarder comment un PayPal, un Facebook ou un Google se comportent. Ils investissent beaucoup dans les startups directement.
où ils font beaucoup d'acquisitions aussi. Donc en fait, ces startups sont une source vibrante d'innovation qui est très importante et qui sont au cœur justement de cette révolution industrielle. Merci. Delphine, en tant que CEO d'Euronext Paris, est-ce que tu as un éclairage additionnel à apporter sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, comme vient de le dire David, non, c'était pas David. Si, c'était David, voilà, pardon. Je devrais regarder l'écran. Il y a aussi un effet macro, c'est-à-dire que les classes d'actifs alternatives aux classes actions sont pas très attrayantes aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'argent se déverse là. Il y a des projets beaucoup plus séduisants et intéressants et innovants qu'auparavant, donc c'est naturel. Alors côté bourse, on a aussi un momentum très fort. Il a fallu attendre un petit peu. On est passé par cette année, il y a 154 nouvelles cotations sur les marchés d'Euronext, donc sur 7 bourses qui sont fédérées ensemble. C'est du jamais vu depuis 2015. Donc il y avait eu une longue période un peu moins productive, on va dire. Chez nous, on a envoyé un très fort signal avec la cotation d'Adyen aux Pays-Bas en 2018. Donc entreprise néerlandaise qui a pu faire une très belle introduction en bourse en levant près d'1 milliard et en étant valorisée immédiatement avec une forte progression de presque 90% à la cotation. Et ça a démontré que les marchés européens pouvaient tout à fait assumer des entrées en bourse, et pas des sorties d'ailleurs, des entrées en bourse de licorne. Alors que Spotify, entreprise suédoise, avait été au Nasdaq. Et cette année, donc à Paris, on en est à notre 3e licorne, on attend la 4e vendredi, mais je n'en parle pas parce qu'il ne faut jamais parler des choses qui ne sont pas... voilà, tout est bien parti. Avec Believe, avec Aramis et avec Exclusive Networks, à chaque fois des cotations supérieures au milliard et des entreprises qui ont pu grossir effectivement dans un univers de private equity préalable qui les a aidés à maturer. Et qui ont pu progresser en restant en Europe. Parce que je suis d'accord parce que sur la bourse, il y a depuis longtemps des capitaux internationaux. Et on combine à la fois des capitaux locaux qu'on essaye de structurer et notamment d'encourager à connaître les écosystèmes tech et les business models tech qui sont assez différents de ce qu'ils ont pu voir jusqu'à présent sur les marchés cotés. Mais il nous manquait quand même des étapes. Et donc, je pense que si aujourd'hui on voit venir plus de capitaux étrangers côté privé, comme tu le disais, sur les entreprises, les start-up, les scale-up européennes, auparavant, parfois, il y a quelques années, les entreprises trouvaient éventuellement les capitaux initiaux, mais devaient quitter leur territoire d'expansion traditionnelle pour trouver ces capitaux étrangers là où ils étaient. Aujourd'hui, on construit suffisamment de capitaux européens pour les accompagner et faire venir les capitaux étrangers sans forcément déraciner les entreprises. Ça ne veut pas dire que certaines n'ont pas des destins mondiaux avec des déménagements. Ça, chacun a sa stratégie et il y a des logiques de business model qui peuvent l'impliquer. Mais fondamentalement, ce qu'on essaie de construire, et la bourse est un des éléments qui est centraux pour ça, c'est l'écosystème qui permet à chacun d'opérer de là où il le souhaite avec suffisamment de financement. Donc on voit ça, et nous on est vraiment dans une logique de coopération, parce que parfois le private equity et ce qu'on appelle dans notre jargon le public equity, on peut se regarder un peu en chien de faïence en se comparant et parfois en se dénigrant. Aujourd'hui c'est absolument pas l'attitude. Les projets qui nous sont apportés, les plus beaux, sont bien apportés par des entreprises qui ont grandi avec le private equity. Merci beaucoup Delphine. Alors Pascal, en tant que CEO de Ledger, je pense que tu as un éclairage particulier à nous apporter, et notamment au regard de la dernière levée que vous avez faite, dont le montant... Cette année, du coup. Voilà, 380 millions de dollars, je répète, donc avec quand même une prépondérance de fonds asiatiques, étrangers, américains. Justement, quel est ton retour d'expérience à ce sujet-là, et est-ce que tu pourrais partager avec nous l'apport de ces fonds de façon concrète, ou pas en tout cas, sur le business? Oui, déjà, moi je pense qu'il y a plein de trucs où en fait on ne sait pas encore bien, parce qu'il faut toujours laisser un peu de temps au temps, et il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, qu'on est en train de voir, et il faudra attendre un cycle d'investissement pour voir ce qui s'est réellement passé. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits aujourd'hui, il y a plein de licornes qui se font, tout n'est pas égal, enfin, toutes les boîtes ne sont pas exactement les mêmes, on n'investit pas dedans exactement pour les mêmes raisons, et quel que soit le moment de l'investissement, c'est pas parce qu'on investit dans une série C qu'il y a une garantie de succès. Il y a un fail rate sur les séries C presque
aussi important qu'en seed, ou un peu moins, mais pas loin. Et le fait de revoir son argent, bon, ça reste malgré tout théorique, parce qu'en série C, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent aujourd'hui en série C, inclus Ledger, qui sont un peu au début de leur histoire. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui changent, il y a plein de paramètres qui changent au même moment. Il y a un macro-trend qui est qu'on imprime du cash partout sur la planète. Donc ce cash, il faut bien qu'il aille quelque part. Et aujourd'hui, il y a eu un catalyseur qui était en plus la crise Covid, où tout le monde s'est dit que si on était à jamais enfermé chez nous, à être condamné à regarder Netflix, il faudrait qu'on ait quand même des outils, et qu'en tout cas, ça semblait, enfin, la tech semblait être un investissement qui faisait sens. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a un autre truc aussi, hein, sur les fonds américains qui investissent. Maintenant, ils sont capables de sortir 500 millions en 2 semaines, quoi. Alors que 500 millions, à une époque, ça pouvait prendre des due diligence qui auraient fait 6 mois. Là, les investissements, c'est ultra rapide. Donc, en fait, ça va tellement vite que tu m'as dit, on a levé en 2020. Tout à l'heure, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, merde, c'est il y a si longtemps. Mais en fait, non, on n'a pas levé en 2020. On a annoncé la levée en juin de cette année. On a commencé à lever le 15 janvier. Le 15 mars, on avait notre term sheet. On a fait la due deal. Le 15 mai, c'était fini. Et puis le 15 juin, ou je crois, non, le 26 juin, c'était pour mon anniversaire, on annonçait. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, putain, c'est lent. Et en fait, rétrospectivement, je me dis, bon, ça va assez vite. Et je me suis dit, c'est lent parce qu'il y a ces histoires notamment Tiger qui dégaine en 2 semaines et qui t'envoie le cash la semaine d'après, quoi. Donc, à peine en regardant les boîtes au passage, hein. Et parce qu'ils ont des nouvelles stratégies d'investissement. Et comme il y a beaucoup de cash et que ça tourne très vite, avant, si tu mettais une grosse valo sur une boîte, il fallait que tu attendes je ne sais pas quand pour revoir éventuellement ton argent. Là, parfois, tu fais un tour à 1,5 milliard, tu as l'impression que c'est super. La semaine d'après, tu fais un tour à 5 milliards. Donc celui qui a investi 1,5 milliard, bah, c'est un génie. Et puis celui qui a investi à 5 milliards, 3 semaines après, tu relèves à 15. Et ça se passe, hein. Tu regardes FTX, par exemple. Je vous donne un spoil. FTX vient de lever à 18 milliards. Ils sont encore en train de faire une levée et ils vont lever à plus, quoi. Le fait que tu n'aies pas besoin d'être public justement pour lever énormément d'argent, c'est un phénomène qui change beaucoup, hein. Enfin, je veux dire, nous, quand on a fait Criteo et qu'on a amené Criteo public, c'est qu'à l'époque, on aurait peut-être pu le garder privé plus longtemps, mais quand même, à un moment donné, si tu veux lever beaucoup d'argent et puis si tu voulais créer de la liquidité, notamment l'aspect liquidité, il fallait absolument être public. Enfin, ou en tout cas, c'était plus facile. Alors qu'aujourd'hui, tu peux rester privé ad vitam aeternam, lever de l'argent plus qu'il n'en faut. Il y a beaucoup de boîtes qui lèvent de l'argent qui ne savent pas comment le dépenser, là, hein. Enfin, je veux dire, parce que quand tu lèves 500 millions et que tu es assez peu dans l'entreprise, il faut quand même se dire que l'exécution va être assez difficile. Donc nous, on sait que, enfin, je sais d'expérience et je répète toujours que lever de l'argent, c'est pas réussir, hein. Lever de l'argent, c'est se donner les moyens d'essayer de passer à la prochaine étape, et encore faut-il l'atteindre. Et parfois, lever de l'argent aussi, c'est un bon moyen de perturber l'entreprise. Donc il faut faire très attention quand on lève beaucoup d'argent, d'avoir un plan et de continuer à jouer serré. Et, ce qui se passe plutôt dans la crypto, donc ça c'est plutôt dans mon domaine, et qui est peut-être un peu nouveau, peut-être un peu nouveau, c'est que on sort un peu des investissements Web 2. À l'époque, le Web 2, c'était... d'ailleurs, je me rappelle, moi j'ai commencé à bosser en 2000, et quand la bulle a explosé, en fait, c'est que tout le monde valorisait les boîtes sur un nombre d'utilisateurs avec peut-être un jour une monétisation, enfin, on ne savait pas trop. Et quand la bulle a explosé, comme de par hasard, ce qui a bien marché, c'était le marketing direct, enfin Google, quoi, globalement, et puis et Amazon, quoi. Et donc le fuel des années 2000 de l'Internet, les investissements, c'était vachement l'e-commerce. Bon. Ce qui s'est passé avec la crypto, c'est que tu ne pouvais pas vraiment lever au début, parce que c'était très toxique. En France, nous, on a levé avec Xange dès le départ, mais globalement, à peu près tous les fonds de la place parisienne ont passé sur Ledger, en seed, en série A, en série B, en série C, parce que un peu trop de conservatisme peut-être en Europe, pas de bonne compréhension. Y compris nous, hein. Mais ce n'était pas le problème de crypto, c'était plutôt du hardware. Oui, mais le truc, c'est qu'on a toujours beaucoup de problèmes en Europe, je pense, mais à la fin, c'est du conservatisme, je pense, aussi un peu technologique, parce que si tu n'arrives pas à lever, bon, ok, c'est le problème du hardware, mais quand tu lèves aux États-Unis, en Asie, et que tu fais tous tes tours, bon, à la fin, c'est le problème de l'Europe, quoi. Et moi, je dis ça pas en pointant le doigt à personne, mais simplement parce que je suis français et européen, on essaye de bâtir des grandes sociétés ici, et on se rend compte que sur le financement, il y a une partie de l'écosystème
qui n'avancent pas encore assez vite. Et c'est pour ça aussi que ça laisse la porte ouverte aux Américains et aux Japonais et aux Chinois, parce que la porte est grande ouverte et donc ils viennent et ils servent. Les X dernières levées qui sont passées en France ont presque été toutes faites par des Américains quoi, ou des Chinois. Moi, je trouve que c'est un problème de souveraineté économique pour le futur. Je pense que c'est un problème de fait d'arriver à travailler ensemble et d'avoir tout le monde qui marche au diapason, etc. Mais bon, c'était pas trop ça que je voulais dire. Sauf que c'est dit. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est pas mal comme technique. Ouais. Non, mais j'étais en train de vous dire autre chose. Non, bah écoute, moi j'étais passionnée par le Ouais, Web moi aussi, 3.0. j'étais tellement passionné parce que j'étais en train de dire On reprend la parole. que je me suis perdu. Bon, je retrouverai tout à l'heure alors. Mais Alors, ouais. voilà, on peut peut-être poursuivre. Tu citais, tu disais les fonds américains, mais est-ce que ce serait intéressant, peut-être David et Mathieu, que vous nous citiez quelques grands acteurs qui clairement depuis 2 ans se sont positionnés sur l'Europe, asiatique ou américain? Non, il y a beaucoup d'acteurs américains et d'acteurs asiatiques. Pour les acteurs américains, en fait, il y a beaucoup de hedge funds. Donc, en fait, c'est des gens qui opéraient principalement sur les marchés publics auparavant. Des hedge funds tels que Tiger, par exemple, ou Coatue, pour citer 2 noms. C'est des gens qui voient un peu ce que je mentionnais auparavant, c'est-à-dire des retours très forts sur les marchés privés et qui adaptent en fait leur modèle des marchés publics aux marchés privés. En fait. Donc, c'est des gens qui investissent beaucoup d'argent très rapidement, comme Pascal vient de nous le dire. C'est des gens qui ne sont pas très actifs, en fait. Ils ne prennent pas une place au conseil d'administration. Ils ne vont pas être là pour aider beaucoup. Ils vont être très diversifiés. Et ça, c'est nouveau. Hein. Oui, c'est nouveau. Je te donne de l'argent et m'appelle jamais. Ça, j'avais jamais. C'est bien entendu. ça, ouais. Et donc, c'est quand même une minorité, hein, précisons. C'est Tiger. Oui, mais ça déploie beaucoup de cash, quoi. Ouais, c'est beaucoup de cash. Et c'est eux qui financent principalement ces méga levées, en fait. Donc, c'est un modèle. Et de la part de ces fonds, en fait, ils recherchent les retours sur investissement et ils recherchent aussi un accès, je pense, à l'information qui peut les aider justement à avoir accès et à faire plus d'argent sur les marchés publics. Donc, ils accèdent à un taux à des informations un peu privilégiées en finançant des sociétés privées. Et ils ont accès à des IPO plus rapidement aussi, je pense. Donc il y a ça, il y a comme type d'acteur. Non, tu as peut-être d'autres. Non, mais tu as tout dit. Moi, je voudrais juste mettre une toute petite précision quand même. Beaucoup d'argent sur le marché, ça ne veut pas dire de l'argent facile. Voilà. Et en fait, les quelques belles boîtes attirent beaucoup de gros capitaux. Mais tout le monde ne va pas attirer ces capitaux-là. Voilà. Donc il faut... c'est quelques business models, quelques entrepreneurs, quelques projets, et c'est pas l'argent. Voilà, ça reste pour certains, ça peut rester compliqué de faire des levées de fonds, même s'il y a beaucoup d'argent sur le marché. Exactement. Et voilà, et l'argent va là où il y a des potentiels énormes. Donc Ledger, c'est un exemple, bien sûr, mais on a annoncé nous Swile, par exemple, au début de semaine, qu'elle avait une levée de 200 millions avec SoftBank. Swile, c'est la digitalisation des tickets restaurants. Donc, enfin. Moi, les tickets restaurants, je pense que c'est là pour rester. Alors, on fait le pari, on ne fait pas le pari. Et puis, soit ça va aller beaucoup plus loin que les tickets restaurants. Mais moi, je fais le pari qu'il n'y a plus de tickets restaurants papier dans 10 ans ou dans 5 ans. Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, sur le marché de la digitalisation des tickets restaurants, à part Edenred, il n'y a que Swile. Et ils sont en train de prendre les grosses parts de marché partout. Donc, on se dit, on est en train de construire un truc qui va être potentiellement colossal. Et puis, c'est une fintech. Et puis, on est dans le paiement, etc. Donc c'est ça qui fait que ça attire ce type de capitaux. C'est qu'on voit le potentiel derrière. Mais tout le monde ne peut pas attirer ce type de capitaux et ce n'est pas de l'argent facile, je le répète. Hein. Alors, excusez-moi, je me rappelle ce que je voulais vous dire, parce que j'étais parti dans un grand truc Web 2, Web 3, etc. Donc maintenant, et puis ça rebondit un peu, et je suis désolé, après j'arrête de parler. Donc en fait, ce qui s'est passé avec la crypto, c'est que comme personne ne voulait nous donner de l'argent au début, c'était ça mon truc, puis ensuite je me suis perdu, on a dû faire des boîtes très rentables très rapidement, presque toutes. Donc comme FTX lève à 18 milliards, en fait, Sam, il a créé la boîte il y a 2 ans. 2 ans après, il fait 1 milliard d'EBITDA. Donc bon, c'est sûr que ça va assez vite. Et la plupart des boîtes crypto qui lèvent, il n'y a qu'à regarder Coinbase maintenant qui est coté en bourse, ça gagne beaucoup d'argent en fait. C'est pas du tout des boîtes qui sont bâties sur des promesses futures, c'est des boîtes qui sont très rentables tout de suite et qui sont construites sur un mode de résilience où il fallait être très rentable tout de suite parce que sinon on n'arrivait pas à lever de l'argent et où en tout cas pour convaincre de nous donner de l'argent, il fallait montrer qu'on avait des business models rentables, quoi. Donc, quand vous voyez des boîtes crypto levées, ce qui est le cas de Ledger, ce qui est aussi le cas de Sorare. Hein. Sorare, c'est une énorme promesse sur le futur, mais c'est une énorme machine à cash déjà aujourd'hui, avec une très très grande rentabilité de Sorare, largement plus que d'autres acteurs qui lèvent dans d'autres secteurs aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qui fait le dynamisme de la crypto, c'est que on a des boîtes qui sont très rentables et je dirais même que si on valorise les boîtes sur les EBITDA, les boîtes crypto aujourd'hui sont sous-valorisées par rapport à d'autres entreprises qui lèvent encore sur plutôt des promesses futures et des EBITDA très faibles, quoi.
Merci Delphine, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? non, je voulais rebondir sur 3 trucs. Premièrement, le process d'IPO lui-même s'est digitalisé en fait avec le Covid. On a créé, on aurait pu y penser avant évidemment, mais comme toujours, on a été accéléré par ça. Et donc, on a eu des entreprises qui ont fait tout leur process en digital, qui n'ont pas vu les investisseurs, mais en physique, mais qui ont eu des accès. Et notamment des boîtes de plus petite taille ont eu des accès et des financements qu'ils n'auraient pas eu sinon. Les gens ne seraient pas venus les voir ici, ne seraient pas venus au rendez-vous. Or, ils ont eu cet accès. Et ça, c'est un vrai changement et on ne reviendra pas dessus. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Deuxièmement, je rebondis sur l'exigence. Les marchés cotés restent exigeants. Donc, c'est une bonne fenêtre. Mais les marchés sont sélectifs. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que si on n'est pas assez prêt avant, on le paye après. Voilà, donc il y a bien une exigence. Et le troisième message, c'est que un plaidoyer pour la bourse, l'intérêt d'être public, à un moment, c'est aussi d'aligner les intérêts des investisseurs. Comme tu le disais, Pascal, il y a énormément de tours et au bout d'un moment, on finit par avoir des gens qui sont assez désalignés. Entre ceux qui sont venus en série Z mais qui ne veulent pas parler, ceux qui sont venus au début, qui sont hyper présents, et des gens qui sont venus à différents niveaux de valo, ça finit par être un peu un capharnaüm pour l'entrepreneur. Et s'il veut conserver son indépendance et sa stratégie, une des solutions, pas la seule, peut-être qu'on peut rester complètement privé. Enfin, je veux dire, il y a des boîtes familiales qui sont développées comme ça et qui marchent très bien. Donc encore une fois, on est un des modèles et pas exclusif, mais un des moyens d'aligner les intérêts, ça va être de mettre tout le monde dans une stratégie qui sera un peu plus vers la multitude que vers des relations individuelles. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, les boîtes entrent en bourse avec leurs capitaux privés initiaux qui restent pendant un certain temps, voire qui commencent à avoir une logique un peu plus crossover en disant pourquoi je ne resterai pas, après tout. Voilà, c'est une stratégie de sortie, mais elle n'est pas immédiate. Et on a aujourd'hui, on fait en bourse du primaire, principalement, plutôt que du secondaire. Les sorties seront dans un deuxième temps, une fois qu'on aura continué à conforter l'histoire. Justement, quels sont les types de sorties? Enfin, je veux dire, quelles sorties peut-on imaginer pour ces capitaux? Tu parlais de l'IPO, mais... Alors, oui, moi je parle de l'IPO, les autres forcément. parleront d'autres choses. Mais donc en fait, nous, oui, l'IPO, c'est l'une des. Je viens un peu de brûler ma cartouche, mais je ne vais pas y revenir. Donc, on rentre en bourse pour développer son entreprise, la financer. Il faut bien se dire que l'IPO, c'est le premier jour, mais qu'ensuite, on a un accès très rapide à la liquidité à tout moment pour faire des levées de fonds et pouvoir continuer son build-up. C'est la crédibilité, c'est la visibilité et puis, comme je le disais, c'est l'indépendance. Et donc, ensuite, ce n'est pas la seule option, évidemment. Et on est, nous, depuis longtemps, mis en concurrence, alors à la fois entre places, on peut y revenir, et puis entre différentes méthodes de financement. Donc, il y a souvent des dual track qui sont soit par rapport à un projet M&A. Ça, dans les fintechs, c'était assez fréquent sur des projets, alors peut-être pas ceux dont on parle aujourd'hui, mais il y en avait pas mal d'entreprises dont on pouvait se demander si elles se créaient pour devenir des leaders mondiaux ou pour éventuellement faire une sorte de gigantesque proof of concept qui ensuite pouvait être internalisé par un acteur existant. C'est un des modèles qui a existé. Bon, ça, c'est pas une stratégie d'entrée en bourse, clairement. Donc voilà, alternative M&A ou IPO. Et puis, il y a le dual track IPO et nouveau tour de private. Dans ma période précédente, là, on a plutôt pas mal perdu de dual track face au private. Aujourd'hui, on en gagne, entre guillemets, parce que moi aussi, je suis dans une approche commerciale, il n'y a pas de raison. Mais comme je le dis, on le gagne en coopération, en fait, parce que l'histoire private ne s'arrête pas forcément. Merci. Alors, tu parlais de Criteo. Est-ce que tu pourrais nous faire justement un retour d'expérience sur Criteo? Ce qui a été le trigger de la mise en bourse sur le Nasdaq? Ouais. Bah, tout est juste, ce qui est dit sur la raison pour laquelle tu vas en bourse. Non, mais c'est vrai, parce que les problèmes de cap table, c'est des vrais problèmes, et le fait de devenir public, ça permet de vraiment nettoyer tout ça. Tu peux le faire aussi privé. Nous, en fait, d'ailleurs, le vrai chiffre, c'est 427 millions de dollars, c'est ça qu'on a levé, parce qu'il y avait un troisième closing. Okay. On a annoncé avant le troisième closing. 427 millions de dollars, mais il faut savoir que là-dessus, il n'y avait que 140 millions de dollars de primaire, en fait. Tout le reste, c'était du secondaire. On a eu à peu près 10% de dilution, donc on va dire il y a 20% de la boîte qui a changé de main en secondaire. Et donc, ça veut dire que déjà, dans les tours de financement privé, tu peux un peu gérer ta cap table, mais pas au point de ce que tu pourrais faire éventuellement sur une IPO, et où tu pourrais aussi tenter de le faire dans un tour, mais à ce moment-là, ça doit être un vrai objectif du tour, c'est-à-dire de racheter tout le monde et d'avoir quelqu'un qui arrive et qui achète très cher. Nous, chez Criteo, à l'époque, c'était très différent. Ça paraît, enfin, c'était pas il n'y a pas si longtemps. On a commencé en 2008, on a introduit en 2013. Par contre, on a l'impression que c'était vraiment une autre vie, parce que aujourd'hui, on ferait
Sans doute pas la même chose. Enfin, bon, aujourd'hui, la tech, c'est un peu moins sexy que ça pouvait peut-être l'être à l'époque, mais nous, il n'y avait pas d'exit possible à part ça, quoi, en fait. Le marché secondaire était moins excité qu'aujourd'hui, il y avait quand même moins d'argent. Donc la possibilité de faire des tours monstrueux et de créer de la liquidité pour tout le monde, c'était pas forcément gagné. Et puis surtout, il n'y avait pas de racheteurs, quoi. Enfin, je veux dire, en Europe, racheter un Criteo à plus de 2 milliards, c'était pas possible. Donc en fait, notre seul truc, c'était de nous faire acheter par des Américains, éventuellement. Enfin, je veux dire, si on voulait créer de la liquidité pour les employés, les managers et les investisseurs. Et donc là, il y avait Google, etc., etc. Bon, en fait, la petite histoire, on a eu une fois une proposition de Google à l'oral, mais ça ne nous plaisait pas parce que c'était 1,5 milliard. Nous, on voulait 3. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va aller en bourse. Et puis, à l'époque, c'était impossible d'aller en bourse en Europe parce qu'il n'y avait pas les analystes, enfin, il n'y avait pas le marché, en fait, pour investir chez Criteo. Personne ne comprenait le retargeting publicitaire en Europe. Et donc, en fait, le choix d'aller aux États-Unis s'est imposé de lui-même. Je dirais que pour certains types de business aujourd'hui, quand on parlait du conservatisme technologique européen, pour certains types de business, je serais toujours tenté de ne pas aller en Europe et d'aller plutôt ailleurs. Aiden, c'est un bon exemple de ce qui se fait bien en Europe parce que c'est un truc qu'on comprend bien, c'est du paiement. Ça fait peur à personne. Si on veut financer de la vraie innovation, il y a quand même ce problème qu'il va falloir résoudre. La vraie innovation, c'est-à-dire où il y a encore un peu de risque, où il faut avoir des analystes ultra pointus qui, voilà, moi je parle par exemple des cryptos. C'est compliqué de comprendre le monde des cryptos. Quand on voit comment ça se déploie aux États-Unis, même en business, quand on voit que dans les 3 piliers du développement de Bank of New York, il y a la crypto, par exemple, alors que la Société Générale et BNP Paribas veulent toujours pas toucher le Bitcoin avec un bâton. Bon, on se dit que c'est sûr qu'il y aura probablement plus d'analystes aux US pour étudier du ledger ou autre chose en crypto qu'en Europe, quoi. Donc, à l'époque, c'était pour ça qu'on l'avait fait. Et pour Criteo, c'était probablement le seul truc. Aujourd'hui, le jeu a radicalement changé, je pense. Parfait, merci beaucoup. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes et je sais que vous devez partir à midi pile. Pascal, juste pour, si tu pouvais donner des recommandations s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent dans l'audience, comment naviguer concrètement quand on reçoit autant de cash? Tu disais que parfois c'était, voilà, ça peut être problématique d'avoir trop de liquidités voilà, en termes de scaling. Quelles recommandations tu pourrais donner? Ouais, faut faire attention à 2 effets. C'est j'ai levé, je suis arrivé quelque part. Donc en fait, lever, c'est un passage pour. Enfin, de toute façon, je pense que l'histoire d'une entreprise, c'est que des passages pour arriver jamais quelque part finalement. Parce que quand on construit une entreprise, je pense qu'il faut essayer de faire la plus belle, la plus grande possible, avec une ambition débordante. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, quand on crée une entreprise, on peut vraiment la créer sur des rails technologiques qui sont mondiaux, que ce soit l'Internet, le Web 3 qui est en train d'arriver avec les cryptos. Donc on n'est plus vraiment dans des contextes géographiques, donc on peut vraiment créer les plus grandes boîtes possibles. De toute façon, pour lever beaucoup d'argent, il faut quand même présenter un plan à peu près cohérent, savoir ce qu'on va faire avec cet argent. Et ensuite, faut s'y tenir. Et donc, jamais penser qu'on est arrivé quelque part et toujours rester ultra exigeant sur l'exécution, parce que le secret de faire un grand business, c'est l'exécution parfaite. C'est pas moi qui le dis, c'était Guerlain qui le disait à l'époque quand il a fait son magasin sur les Champs-Élysées et il vendait des parfums. Donc l'exécution parfaite de Guerlain, c'était la bouteille, c'était le magasin sur les Champs-Élysées qui est toujours aujourd'hui magnifique et que tout le monde peut visiter. Donc ça, c'est une vision d'entrepreneur. Et l'exécution parfaite, c'est ça qui est difficile, et surtout dans un jeu mondial où il faut aller chercher les talents aux États-Unis. Il faut essayer de... On ne peut plus être que français, je pense, quand on veut créer des grands business. Il faut être très global. Et donc l'exécution parfaite est d'autant plus difficile que c'est autour des talents que ça se passe. Et donc aller chercher les meilleurs talents partout dans le monde pour travailler sur des sujets et créer des leaders mondiaux dans la technologie, c'est ça qui est très difficile. Parfait, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Mathieu et David, je voulais juste vous poser une dernière question au sujet de Miracle ou Sorare. Quelle est la place du late stage pour ces 2 sociétés en particulier? Qu'est-ce que tu entends par la place du late stage? C'est-à-dire comment on peut se projeter, vu les montants qui ont été levés ce sont des sociétés qui sont quand même récentes. Comment on peut se projeter à l'avenir sur les prochains tours? Alors là, je ne sais pas si ces sociétés vont refaire un tour dans 6 mois ou tout. Ouais. Pascal disait que tous les 6 mois, nous on avait Vestiaire Collectif qui a fait 2 tours coup sur coup. Le deuxième tour, parce que voilà, il y avait un certain nombre de raisons qui fait qu'on ne pouvait pas refuser. Voilà, je pense que là maintenant un Sorare en plus comme l'a dit Pascal, Sorare, à mon avis, c'est pas très loin de la profitabilité, tu devrais le savoir parce qu'on est investisseur dedans.
Miracle, Ils sont méga rentables. rentables. Pardon? Ils sont ultra rentables. Ils sont Ultra 30, rentables. Non, je savais, ils font parce 100 que- millions de chiffre d'affaires. Donc. Mais il y a des reversements. Mais tu as raison. Non, bah, je sais pas, je pense pas que c'est des gens qui vont relever demain, quoi. Après, pour les histoires de sortie, quand on est leader dans son domaine, quelque part, pour moi, la sortie, c'est plus un problème, hein. À un moment, alors nous, on fait attention, on investit toujours dans des modèles qui sont potentiellement à terme profitables. Donc il faut que la boîte puisse devenir profitable. Dans les marketplaces, on sait exactement les métriques qu'il faut suivre. Dans le SaaS, c'est pareil. Donc avec ces moments-là, soit à un moment ça devient profitable, soit c'est un leader, et puis il y a des sorties toujours possibles, que ce soit en bourse ou que ce soit racheté. Enfin bon, vraiment, on ne se pose pas vraiment la question. Enfin, là, il y a vraiment, maintenant on atteint des tailles où là, on construit des très très gros projets. Et il y aura soit du cash pour les refinancer, soit des sorties sans. On a passé des étapes, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. On n'a pas parlé des SPAC. Alors, je ne sais pas si tu voulais en dire un petit mot, Delphine. Ça dépend du temps qu'on a, mais les SPAC, c'est 2 minutes, un système qui n'est pas nouveau, mais qui a vécu un revival, qui consiste en fait, à atteindre le même objectif de l'entrée en bourse différemment, en ayant précoté une coquille et en faisant une sorte de système hybride entre la technique du private equity pour aller déceler la cible, donc en faisant des due deals. Par comparaison à un système d'entrée en bourse où les investisseurs vont lire un prospectus. Le prospectus aura été fait très sérieusement, mais ils n'auront pas eu d'accès interne. Donc là, les investisseurs en fait, vont faire confiance, vont confier de l'argent mais dans une coquille déjà listée, à des équipes plutôt de type private equity qui vont faire cette recherche d'une entreprise. Pour l'entreprise, l'avantage, c'est de se dire je vais avoir une certitude sur ma sortie, justement, j'aurais pas le stress de savoir à quel niveau je peux sortir, est-ce que la fenêtre est bonne, pas bonne, etc. Donc pour elle, c'est cet avantage-là, c'est sécurisé. C'est pour ça que ça s'est particulièrement développé aux États-Unis, parce que le processus d'IPO peut être particulièrement parfois lourd, coûteux et un peu aléatoire. Et puis c'est arrivé en Europe, et c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin d'avoir les réceptacles pour que les entreprises puissent choisir leur place de cotation. Parce que le warning, enfin la contrepartie, c'est que si l'entreprise n'est pas prête, elle ne sera pas rendue plus prête par le fait qu'elle utilise un SPAC. Donc la question de la maturité de l'entreprise, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais quand on est ensuite dans un environnement public, on s'adresse à une multitude, donc on doit une transparence, et puis on a des marchés qui vous cotent tous les jours. Pas le même type de situation, hein. Tous les jours vous avez un cours et on est moins dans le gré à gré, donc ça veut dire qu'il faut vraiment une maturité importante, pas forcément être déjà rentable d'ailleurs en fonction des perspectives, mais d'être prévisible et d'être bien structuré. Donc tout ça, c'est une nécessité. Et donc les SPAC ont le bon côté d'avoir ce modèle hybride, hein, qui prend, si tout va bien, les bons côtés du private equity et les marie au bon côté des public equity. Et puis il y a la position inverse qui est possible si l'entreprise n'est pas prête et que les sponsors pensent plus à leur propre intérêt qu'à ceux de leurs investisseurs, ce qui est aussi possible dans le private equity d'ailleurs. On peut avoir le mauvais cas. Voilà. Donc tout ça est un instrument qu'il faut bien utiliser. Comme toujours. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il est utile et bon que si ces véhicules existent et se développent et sont utilisés, ils existent en Europe pour que les entreprises aient le choix et ne soient pas uniquement à faire face à un marché qui en fait les transplanterait sans préparation sur un marché américain, par exemple, qui est assez exigeant derrière en termes légaux. Voilà, le Nasdaq a certainement beaucoup d'avantages, mais ensuite il vous propulse dans un environnement réglementaire et de risques juridiques assez élevés qu'il faut absolument maîtriser. Donc on n'y va pas sans être vraiment très très couvert. Voilà, et le SPAC pour ça peut être un accélérateur de désillusion. Donc il faut faire très attention. Et le message que je passerai, c'est en tant qu'entreprise, dans son projet, il faut vraiment être très clair sur ce qu'on veut. Voilà, parce qu'ensuite vous allez avoir un bruit pas possible sur où il faut, quand il faut et comment. C'est d'abord le choix de l'équipe entrepreneuriale qui doit être très clair dans sa tête et faire le discernement complet. Et nous, on va donner notre avis et nos clés. On a des programmes d'accompagnement des entrepreneurs dans la tech qui s'appellent TechShare et qui font du mentoring d'ailleurs collectif pour qu'il y ait autant de networking entre eux qu'avec nous. Voilà. Et on développe d'ailleurs un programme qui s'appelle PE-Share et qui vise à faire connaître l'IPO au monde du private equity qui, en fait, finalement, de manière un peu surprenante, parce qu'on a l'impression d'être là depuis toujours, est pas mal ignoré. Voilà. Et notamment, c'est quelque chose auquel on peut avoir y penser, c'est pas mal d'y penser assez tôt.
parce que ça prend du temps ensuite. Donc on ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont late stage, mais parfois plus en amont pour que ça soit bien pris en compte dans les possibilités. Merci à tous. On est pile dans les temps. Merci, c'était Merci très beaucoup. très Merci intéressant. beaucoup.